chercheur franco-libanais qui est professeur émérite à l'École des études orientales et africaines de l'Université de Londres. Alors Gilbert vient d'éditer beaucoup de livres, tous plus intéressants les uns que les autres, pour comprendre cette région du monde, pour comprendre le Moyen-Orient, pour comprendre ce qui le secoue, pour comprendre le mouvement des peuples, comme ça a été sur le livre que vous aviez écrit sur les printemps arabes, en tout cas sur le mouvement des peuples dans ces pays. Vous aviez écrit aussi un ouvrage sur les Arabes et la Shoah. Et là, ce livre-là tombe à pic. J'ai écrit dessus dans l'Humanité de hier matin, je crois. Et il est particulièrement important de le lire. Ce livre s'appelle Gaza, génocide annoncé, un tournant dans l'histoire mondiale. Alors, Gilbert, en fait, première question toute simple et toute bête. En quoi ce génocide à Gaza était-il annoncé? Ça marche? Oui, oui. Eh bien, d'abord, merci Pierre, merci pour le billet dans l'humain et merci pour l'invitation. En quoi il est annoncé? Il est annoncé de plusieurs façons. En un sens, il est surannoncé. Il est annoncé d'abord historiquement, dans la mesure où tout projet colonial a un potentiel génocidaire. Un potentiel qui peut se réaliser ou ne pas se réaliser. Mais quand ce projet colonial et la société qui le porte s'enfonce dans une dynamique droitière qui arrive jusqu'à l'extrême droite, sinon l'ultra-droite, parce que le gouvernement israélien actuel est le gouvernement le plus à droite du monde. Il n'y a pas aujourd'hui au monde une coalition tellement à droite avec des individus qui ont été qualifiés de néo-nazis dans un journal israélien par un auteur israélien. Eh bien, quand on en arrive à un gouvernement de cette sorte, le potentiel génocidaire n'est pas loin, c'est clair, de se réaliser. Et il lui faut une occasion. Cette occasion a été fournie par le 7 octobre et c'est en cours. Et puis il y a l'annonce au moment de la réaction au 7 octobre. Tout le monde se rappelle de cette conférence de presse du ministre de la Défense israélien qui annonçait qu'il allait couper les vivres, l'eau, l'électricité à l'enclave, à la bande de Gaza, ce qui est déjà un crime de guerre. Notez que vous avez là une déclaration officielle qui constitue une violation du droit de la guerre. Le droit de la guerre ne permet pas qu'on coupe les vivres, l'eau, l'électricité à un territoire peuplé, comme tout territoire, peuplé de civils, c'est pas un camp militaire. Bon. La qualification d'animaux humains. Et puis, et surtout, l'objectif qui est fixé dès le départ, d'éradiquer le Hamas, sans aucune distinction déjà entre le mouvement politique Hamas et sa branche armée qui a un autre nom, c'est les brigades Zedin Qassam. Personne ne fait plus cette distinction, alors que dans d'autres cas, comme l'Irlande par exemple, cette distinction est faite. Et le Hamas est une organisation qui a gouverné la bande de Gaza depuis 2007. Donc c'est toute une administration civile. Il y a beaucoup plus de membres de cette administration civile que de membres de la branche armée. Alors quand on se fixe comme objectif d'éradiquer tout cela, et quand de surcroît on se lance dans une invasion qui passe par la destruction du tissu urbain, la destruction à un degré jamais vu jusqu'ici dans une guerre de cette façon. On en est à 90% des bâtiments détruits dans la bande de Gaza. Quand on sait la densité de peuplement qu'a ce territoire, eh bien, tout cela fait que le génocide, l'intention génocidaire, avant qu'elle soit réalisée, était claire dès le début. Et c'est pour ça que nous avons été quelques-uns, dont un auteur israélien lui-même,
spécialiste de la Shoah et des questions de génocide, qui, moins d'une semaine après le 7 octobre, disait que nous sommes devant un cas d'école de génocide. Voilà. Et donc, dans votre livre, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous jugez aussi ce qui s'est passé le 7 octobre, notamment sur la stratégie du Hamas, qui d'une certaine manière a permis aussi à Israël de mettre en œuvre ce projet génocidaire. Bien, enfin, le 7 octobre a été saisi comme une occasion par le gouvernement israélien, de la même façon, pour faire un parallèle, que le 11 septembre 2001 avait été saisi comme un prétexte par l'administration Bush pour envahir l'Irak, qui était son objectif. Donc, il y a une occasion qui est fournie, mais qui montre aussi, à mon sens, que quand on fait le contraste entre le bilan des actions de ce type, y compris les attentats suicides, qui ont été longtemps une stratégie du Hamas, quand on fait le bilan entre le résultat d'actions de ce type et le moment le plus fort de la lutte palestinienne, qui a été l'intifada à son apogée en 1988, un soulèvement populaire qui n'a pas utilisé les moyens violents, les armes. On l'a appelé la révolution des pierres, parce que ça n'allait pas plus loin que les jeunes et des enfants qui ripostaient à l'armée israélienne avec des pierres. Eh bien, quand on voit la différence entre le résultat de cet apogée qui a vraiment créé une crise profonde et qui est à l'origine de ce qui va aboutir aux accords d'Oslo, parce que l'armée israélienne ne voulait plus rester dans les zones palestiniennes peuplées, et quand on voit la différence avec ce qui se passe, où c'est au contraire perçu comme une invitation à l'armée israélienne et à l'extrême droite pour réoccuper la bande de Gaza dans son entièreté, eh bien je crois pour moi il n'y a pas photo. Il y a une stratégie qui me semble celle qui, pour la cause palestinienne, peut apporter des fruits et des résultats, et une autre qui peut servir à l'extrême droite israélienne pour perpétrer ce qu'elle est en train de faire. Alors d'une certaine manière, on dirait que les Palestiniens sont un peu dans l'impasse, puisqu'il y a cette stratégie du Hamas, dont on voit malheureusement les résultats aujourd'hui, mais il y a aussi cette stratégie qui a consisté à passer par les accords d'Oslo, que vous venez de citer, les accords d'Oslo qui sont à minima une impasse, et dont l'échec était peut-être déjà inscrit dans... Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Alors là, c'est un problème qu'il y a eu avec la direction de l'OLP. C'était très contesté dans l'OLP elle-même. Et parmi les Palestiniens, les conditions qui ont été acceptées. L'erreur majeure dans les accords d'Oslo, c'est d'avoir accepté des accords qui ne stipulent même pas le gel de la colonisation. Or, le résultat, ça a été que, entre la signature des accords d'Oslo et l'an 2000, quand ça a explosé de nouveau, il y a eu autant de colonisation dans ces 7 années qu'il y en a eu entre 1967, au moment de l'occupation, et 1993. Donc le ver était dans le fruit, et le ver, c'est d'abord et avant tout cette question des colonies. Et bon, donc finalement, du côté israélien, les accords d'Oslo, c'était une façon de dire, eh bien, on délègue le contrôle des zones de peuplement palestinien, les villes, villages, etc. Et puis on garde le reste. L'armée israélienne reste dans le reste du territoire et la colonisation continue et continue de plus belle. C'est pour ça que ces accords d'Oslo ont mené, sont allés droit dans le mur. Et là aussi, c'était prévisible, c'était annoncé, si on peut dire, dès le début, dans ce défaut majeur qui est la question de la colonisation.
Dans le sous-titre de votre livre, comme je le disais tout à l'heure, c'est un tournant dans l'histoire mondiale. En quoi est-ce un tournant dans l'histoire mondiale? Dans la lâcheté des gouvernements, notamment occidentaux, de laisser faire? Où est ce tournant? Et qu'est-ce que il va aller vers quoi, en fait? C'est un tournant dans l'histoire mondiale au sens où ça a apporté un discrédit ou disons un affaiblissement de toutes les institutions internationales qui ont été créées après 1945, qui étaient censées, cet ensemble de règles qui constituent le droit international, cette institution majeure qui est l'ONU, toutes ces institutions et lois qui ont été élaborées dans l'après-45 ont été une première fois grandement affaiblies par la guerre froide et le fait que les États-Unis en particulier se sont permis allègrement de violer toutes ces règles. Et puis il y a eu la fin de la guerre froide, il y a eu de nouveau l'espoir que ça allait redémarrer sur des bases de respect du droit international. Et très vite, on a vu que ça n'a pas été le cas. On a eu une guerre après l'autre, celle du Kosovo et puis surtout l'occupation de l'Irak, qui se sont faits en violation du droit international. Alors, tout cela a créé une dynamique qui a abouti aussi à l'invasion russe de l'Ukraine, puisque plus personne ne reconnaît le droit international. Poutine a rétorqué aux critiques occidentales en leur disant les États-Unis ont occupé l'Irak. Et donc, on est rentré dans ce cas de figure. Mais là, vous aviez encore des gouvernements occidentaux et des partis occidentaux comme les démocrates aux États-Unis qui prétendaient reconnaître toujours ces règles du droit international. Eh bien, Gaza, ça a été le révélateur où on a vu les États-Unis non seulement soutenir la guerre, mais participer pleinement, sauf par des troupes au sol. Les États-Unis ont été partie prenante et sont toujours partie prenante du génocide, de la guerre génocidaire à Gaza. C'est une guerre conjointe des États-Unis et d'Israël. Sans le soutien des États-Unis, sans les bombes américaines, sans le financement américain, Israël n'aurait pas pu continuer jusqu'à maintenant ce qui est en cours. Donc cette guerre génocidaire est une guerre conjointe. C'est le premier génocide mené par un État qui fait partie du bloc occidental et qui est économiquement avancé depuis 1945. Bien. Et de ce point de vue, le deux poids, deux mesures qui est devenu flagrant avec Gaza. Regardez la réaction des gouvernements occidentaux vis-à-vis de ce qui se passe en Ukraine et leur réaction vis-à-vis de ce qui se passe à Gaza. Leur réaction vis-à-vis de quand la Cour pénale internationale inculpe Vladimir Poutine et quand elle inculpe Benjamin Netanyahou, eh bien le contraste est tellement grand que plus personne n'y croit. L'hypocrisie est devenue tellement claire que cet ordre, ce soi-disant ordre libéral international, s'est complètement effondré. Et Gaza a été la dernière pierre de touche, le point de basculement de cela. Et une des conséquences de ce discrédit des valeurs sur lesquelles a été fondé le droit international et le reste, c'est la montée de l'extrême droite à l'échelle mondiale. On a une puissante montée de l'extrême droite à l'échelle mondiale, et ce qui se passe à Gaza, d'ailleurs, y a contribué. Par quel biais? Bon, j'entendais le débat précédent, il a été question d'antisémitisme. Mais une des instrumentalisations de tout ce qui se passe, ça a été le blanchiment de l'antisémitisme de l'extrême droite européenne. Regarde, en France, par exemple, le Rassemblement national, n'est-ce pas? On efface le passé antisémite, la tradition antisémite que représentent ces organisations, et elles se rachètent une image différente en faisant de la surenchère sur tout le monde dans le soutien à Israël. Et ce n'est pas seulement le Rassemblement national,
c'est l'AfD en Allemagne, l'extrême droite allemande, dont l'origine, n'est-ce pas, remonte au passé nazi, l'extrême droite autrichienne, de même. Il y a eu, il y a quelques semaines, une conférence soi-disant contre l'antisémitisme organisée en Israël, sous l'égide du gouvernement israélien, avec l'extrême droite européenne et occidentale, l'extrême droite américaine. Bon, donc, cela sert à la banalisation de l'extrême droite, à, eh bien, à l'absolution, au blanchiment de son passé, de sa tradition antisémite, et cela sert sa montée, qui est visible aujourd'hui à l'échelle mondiale. Une élection après l'autre, on voit cette montée de l'extrême droite, cette montée du néofascisme, comme je l'appelle, et qui est aujourd'hui l'urgence des urgences. Arrêter le génocide, bien sûr, c'est une urgence, et ça fait partie de la bataille contre cette montée de l'extrême droite à l'échelle mondiale, dont le gouvernement israélien est partie prenante, et même une pointe avancée de l'extrême droite mondiale. Alors, Israël non seulement commet ce génocide à Gaza, un nettoyage ethnique en cours en Cisjordanie avec la poursuite de la colonisation, mais également, après le 7 octobre, ça avait même commencé un peu avant, c'est quand même des bombardements sur le Liban, des bombardements sur la Syrie, des bombardements de l'Iran. Alors, comment faut-il regarder cette stratégie israélienne de s'attaquer à plusieurs pays à la fois, en réalité? Alors peut-être l'Iran d'un côté, la Syrie et le Liban de l'autre. Et quelle est la part de la stratégie israélienne et quel est le but recherché? Oui, le gouvernement israélien s'est senti pousser des ailes, si l'on peut dire, avec ce soutien inégalé des États-Unis. C'est ce soutien vraiment inégalé. Aucune des guerres précédentes d'Israël n'a bénéficié d'un tel soutien et d'une participation de fait des États-Unis. Et c'est ça qui a... Eh bien, parce que vous imaginez bien que Israël, que Netanyahou ne peut pas s'en prendre à l'Iran sans feu vert américain. Il a besoin d'un feu vert pour faire cela. Donc tout cela, ce feu vert, il l'avait. Il a donc, élargi l'occasion, une fois que l'intensité des combats à Gaza a baissé, il s'est retourné contre le Hezbollah au Liban, auquel il a porté un coup décisif. Il a décapité l'organisation et détruit une bonne partie de son potentiel militaire. Et puis, il y a eu les attaques contre l'Iran, avec la dernière, avec participation directe des États-Unis, cette fois tout à fait directe. Donc, c'est conjoint, et cela s'inscrit dans le projet américain de créer un dispositif régional dont les piliers sont les monarchies pétrolières arabes du Golfe, l'État d'Israël, bien sûr, l'Égypte de Sisi, voilà, et la Jordanie, bien, donc la monarchie jordanienne. Voilà le système, le dispositif, un peu une sorte d'OTAN régionale, au sens d'une organisation étroitement liée aux États-Unis et qui est là pour le maintien de l'ordre américain. Et l'ordre américain, c'est surtout pour pomper les ressources financières du pétrole et du gaz dans les pays du Golfe. Et c'est pour ça, c'est ce qui explique. Vous avez Donald Trump, les deux fois qu'il a été élu, jusqu'à son deuxième mandat, sa première visite à l'étranger était à l'Arabie Saoudite, à la monarchie saoudienne. C'est tout dire. C'est là que se situent les véritables intérêts. Et Israël, depuis que les États-Unis ont établi une alliance stratégique avec Israël, ce qui remonte aux années 60, c'est en quelque sorte le chien de garde des intérêts des États-Unis dans cette partie du monde. Et donc voilà, Israël a montré encore une fois sa disposition, son brio dans l'action militaire, comme il l'avait démontré en 67,
Et puis, bon, là, ils ont saisi l'occasion de l'effondrement de l'intérieur du régime syrien pour détruire l'infrastructure militaire syrienne et continuer l'expansion de leur contrôle, de leur influence dans la région. Maintenant, pour finir sur ce point, c'est un vieux projet du mouvement sioniste que la fragmentation du Moyen-Orient sur une base ethnique et confessionnelle. C'est un vieux projet, un État druze par-ci, un État maronite par-là, un État alawite ici. Donc, cette fragmentation arrange parfaitement Israël, parce que d'une part, eh bien, ça correspond à ce qu'est l'État d'Israël lui-même, qui est un État ethniquement défini, une ethnocratie, comme l'appellent des sociologues israéliens, n'est-ce pas? Et deuxièmement, ça crée un morcellement de la région qui renforce encore plus l'hégémonie militaire et aussi politique de l'État d'Israël à l'échelle régionale. Alors, est-ce qu'on peut dire, pour reprendre ce que vous avez dit sur le plan américain, en quelque sorte, et de quelle manière Israël sert aussi les intérêts américains, est-ce qu'on peut penser aussi que ce qui se passe à Gaza concerne aussi les questions énergétiques, c'est-à-dire y compris des nouvelles voies d'approvisionnement de l'Europe, qui est en recherche, elle, d'autres approvisionnements que la Russie, notamment sur la question du gaz. Est-ce qu'on peut penser que dans ce qui est en train de se faire, il y a un nouveau rôle qui est donné à ces pays arabes, du Golfe notamment, et puis il y a les poches de gaz au large de Gaza, et celles qui sont limitrophes aux eaux territoriales israéliennes et celles libanaises. Est-ce qu'on peut penser comme ça? Enfin, plus directement, si vous voulez, il y a le projet d'un couloir qui va des Émirats Arabes Unis, donc la pointe du Golfe, jusqu'au port de Haïfa, n'est-ce pas? Et ce projet consiste aussi à comment dire, resserrer les liens entre les monarchies pétrolières, puisque ça part des Émirats Arabes Unis, ça passe par le Royaume Saoudien, la Jordanie et l'État d'Israël, Haïfa. Et bien sûr, pour un projet de ce type, il faut assurer le contrôle de la région. Vous ne pouvez pas avoir des poches qui envoient des roquettes ou des choses comme ça et qui risquent, que ce soit le Hezbollah ou Gaza, il y a les deux menaces possibles qui pourraient bloquer des exportations de pétrole à partir du port de Haïfa. Et c'est pour ça qu'Israël a saisi cette occasion pour frapper sur les deux fronts. La destruction du Hamas à Gaza, la réoccupation de la bande de Gaza et le coup porté au Hezbollah au Liban, et qui n'est pas terminé puisque les États-Unis font pression et poussent pour le désarmement du Hezbollah, donc pour compléter un peu ce qu'a fait Israël. Alors donc la suite logique de tout ça serait qu'une nouvelle guerre se prépare contre l'Iran, en fait, en réalité, puisqu'il y a besoin maintenant que l'Iran ne joue plus aucun rôle dans la région. Oui, enfin, il y a une véritable, disons, obsession israélienne quant au nucléaire iranien. Pourquoi? Bien, parce qu'Israël a le monopole de l'arme nucléaire dans la région. Tout le monde sait qu'Israël a l'arme nucléaire, et ça remonte à la fin des années 60, hein, c'est pas récent. Israël a... Merci la France. Comment? Merci la France. Eh bien, absolument. Parce que moi, c'est ce que je dis souvent, les gens pensent que ça a toujours été les États-Unis. Mais dans les années 50 et 60, les principaux soutiens d'Israël, c'était la France et l'Allemagne fédérale. En 1967, ce n'était pas des F-16 qu'utilisait Israël, c'était des Mirages. Bien de chez nous, si vous voulez dire, bien de chez Dassault. Hein. Donc, c'est... Bon, cette suprématie d'Israël, aujourd'hui, elle passe par le monopole de l'arme nucléaire.
Et Israël ne peut pas admettre la perte de ce monopole, et les États-Unis non plus. Pourquoi? Bien parce qu'un Iran nucléaire, tant qu'il y a ce régime en Iran, qui est un régime anti-américain, hein, c'est la possibilité de l'utilisation de cette arme dans la région du Golfe, qui serait, sur le plan économique, du point de vue des États-Unis, évidemment un désastre. Donc, oui, l'Iran, eh bien, la moindre velléité, et on est un peu dans cette impasse. Bon, mais le régime iranien commence à montrer des signes, puisqu'il vient de rétablir l'accord avec l'agence de l'énergie atomique pour des inspections du nucléaire. Donc, il semblerait qu'il y ait un début de volonté de compromis. Il faudra voir. Mais sinon, il y aura un nouveau round de guerre. Hein. C'est-à-dire, ils ne s'arrêteront que s'ils ont la garantie que de la dénucléarisation, sur le plan militaire au moins, de l'État iranien. Alors, il y a quelque chose qui est un peu étonnant dans ce qui se passe actuellement dans la région, c'est la chute du régime de Bachar al-Assad, la montée en puissance des djihadistes, en fait. Al-Shara était quand même celui qui a importé Al-Qaïda en Syrie. Il y a cette espèce de problème dans le pays druze, et puis Israël qui a avancé immédiatement après le 8 décembre, c'est-à-dire après la fuite de Bachar al-Assad, qui a avancé du Golan occupé et qui a encore avancé dans les zones syriennes. Est-ce que ça s'était inscrit aussi déjà dans les actions djihadistes auparavant? Est-ce que ça s'inscrivait dans une stratégie de déstabilisation de certains pays arabes? Parce que quand on regarde depuis 2000, disons, les quelques pays, et quoi qu'on pense de ces pays et de ces régimes en place, qui étaient un peu des trublions à certains moments au sein de la Ligue arabe, que ce soit la Syrie de Bachar al-Assad, de son père Hafez, l'Irak de Saddam Hussein, la Libye de Muammar Kadhafi, là, les trois pays, boum, les régimes ont sauté. Est-ce qu'on peut penser aussi qu'il y a eu une instrumentalisation des mouvements djihadistes pour faire sauter ces pays? En tout cas, bon, pour la Syrie, le régime Assad ne tenait depuis longtemps que sur deux piliers: le soutien iranien et le soutien russe. Ce qui est arrivé, c'est que, la Russie étant embourbée dans son invasion de l'Ukraine, a retiré le gros de ses moyens aériens de Syrie et n'était nullement disposée à ouvrir un front militaire en Syrie, alors qu'elle a déjà du mal, n'est-ce pas, à avancer en Ukraine. Il restait le soutien iranien. Et ce soutien iranien se manifestait par le biais du Hezbollah libanais. Or, le Hezbollah libanais, eh bien, s'est impliqué dans une solidarité avec Gaza, qui lui a coûté très cher, puisque Israël s'est retourné contre lui et l'a décapité. Et quand les deux piliers sur lesquels repose le régime, eh bien, ne fonctionnent plus, se sont effondrés, si on peut dire, c'est tout le régime qui s'effondre. C'est ce qui a eu lieu. Bon, et il s'est trouvé que cette force djihadiste qui existait dans le nord-ouest syrien, qui était liée à l'État turc, au gouvernement turc, qui par le biais des gouvernements turcs avait fait des affaires, si l'on peut dire, avec les États-Unis eux-mêmes et les pays de l'OTAN, notamment en offrant ses services dans la bataille contre l'État islamique, l'organisation de l'État islamique, Daesh, on l'appelle. Eh bien, c'est cette organisation, poussée par la Turquie, qui a profité de l'effondrement pour étendre son emprise sur le territoire. Sauf que
une organisation de ce type, c'est exactement ce qu'il ne faut pas pour un pays comme la Syrie. C'est un pays multiconfessionnel, multiethnique également, parce qu'il y a les Kurdes, et il aurait fallu un mouvement démocratique pour pouvoir reconstituer une unité de l'État syrien sur des bases véritablement démocratiques. Eh bien, on est aux antipodes de cela avec ce gouvernement, ce nouveau gouvernement en Syrie, qui, on l'a vu, a déjà perpétré 2 massacres, un massacre d'Alaouites et puis un massacre dans la région druze. Et qui profite de tout cela? Qui tire les marrons du feu? Vers Israël. Voilà, Israël qui fait mine de se porter en protecteur des Druzes, hein, de même que dans le temps il se portait protecteur des Kurdes en Irak et autres. Ben, tout cela fait le jeu d'Israël, et ces gouvernements d'exclusivisme, qu'ils soient nationalistes ou ethniques ou confessionnels ou religieux, sont une calamité pour toute cette partie du monde. Alors, dernière question, Gilbert Achcar. Que reste-t-il aux Palestiniens après ce qui se passe encore actuellement, après ce génocide? 65 000 morts, cette volonté, on le rappelait tout à l'heure dans les 2 précédents débats, cette volonté de chasser ce qui reste des Palestiniens de Gaza, de les chasser vers l'Égypte ou ailleurs, ils ont même pensé au Soudan, ils ont même pensé à d'autres pays comme ça, ce que Gideon Levy, journaliste d'Haaretz, appelait lui-même des camps de concentration qui s'ouvrent dans le sud de Gaza, les ordres d'évacuation à 1 million de personnes dans la ville même de Gaza qui a été donnée par l'armée israélienne, une autorité palestinienne qui est rabougrie, voire même traitée de collaborationniste par un certain nombre de Palestiniens. Qu'est-ce qui reste en termes politiques? Quelle est la possibilité d'ouverture politique pour le peuple palestinien, pour sa lutte, pour son droit à l'autodétermination? Bon, on ne va pas se raconter de sornettes ou d'histoires. Hein. La situation est extrêmement difficile. Aujourd'hui, le peuple palestinien est confronté à 2 options qui sont, je veux dire, non pas une bonne option et une mauvaise, mais ils sont confrontés à une bifurcation entre le pire et le moins pire. Le pire étant, eh bien, l'épuration ethnique, donc l'expulsion des Palestiniens de Gaza, mais aussi de Cisjordanie, parce que nous parlons beaucoup de Gaza, mais ce qui se passe en Cisjordanie est tout aussi inquiétant, et il y a eu des déplacements de population et des destructions du camp de Jenin, en particulier par l'armée israélienne, pendant la guerre génocidaire à Gaza. Donc, le pire, c'est la continuation de la Nakba. La Nakba qui est le terme arabe qui se réfère à l'expulsion de 80% de la population palestinienne du territoire dont s'est emparé l'État d'Israël lors de la guerre de 1948. Donc, entre cette option-là et celle d'un État croupion, d'un soi-disant État de Palestine, qui serait encore plus inféodé à l'État d'Israël que ne l'est l'autorité palestinienne de Ramallah aujourd'hui, de Mahmoud Abbas. Hein? Mahmoud Abbas a moins de souveraineté sur la Cisjordanie que les Bantoustans créés par le régime d'apartheid en Afrique du Sud, ou même, pour prendre une comparaison qui avait été donnée à un certain moment après Oslo, que le régime de Vichy. Hein? De ce point de vue-là, c'est une autorité qui est complètement inféodée à Israël et contrôlée par Israël. Et pourtant, le gouvernement Netanyahou considère que cette autorité est inacceptable. Il met un veto. On sait bien, tout le monde sait, ça a été très documenté, que l'extrême droite israélienne, le Likoud,
a joué constamment sur la partition, sur la division palestinienne et le Hamas contre l'autorité palestinienne. Bon. Et donc, le scénario aujourd'hui le moins pire, c'est un accord entre les États-Unis, Israël et les monarchies pétrolières. C'est là, c'est dans ce triangle que ça va se décider. Hein, parce que Donald Trump, avec tous ses intérêts dans les pays du Golfe, évidemment, va vouloir chercher un règlement qui soit soutenu ou approuvé, du moins, par ces pays du Golfe. Donc, ça c'est le moins pire. Maintenant, à plus long terme, je dirais, bon, sauf épuration ethnique, mais les Palestiniens, même ceux de Gaza, vont s'accrocher à leur terre, ne veulent pas la quitter. Eh bien, il faudra tirer le bilan de tout cela, revenir à des méthodes de lutte qui sont appropriées aux conditions de cette lutte, n'est-ce pas? Et puis, s'il fallait trouver une lueur d'espoir, parce qu'il y en a quand même une, je dirais que la principale lueur d'espoir qui est apparue au cours de ces 2 dernières années, c'est le changement spectaculaire d'opinion. Bon, il y a eu à l'échelle mondiale un début de changement des opinions occidentales, mais surtout parmi les juifs américains. Et ça, c'est très important. La jeunesse juive américaine aujourd'hui a plus de sympathie pour les Palestiniens que pour l'État d'Israël. Et ça, c'est extrêmement important pour l'avenir, sachant à quel point les États-Unis et Israël sont liés, à quel point Israël dépend des États-Unis. Eh bien, ce changement au niveau des Juifs américains, ce changement qui va même dans les rangs du Parti démocrate, dans la gauche du Parti démocrate. On a beaucoup parlé de Mamdani, le candidat à New York, et qui soutient le peuple palestinien. Bon, tout cela, c'est la lueur d'espoir pour l'avenir. Mais pour cela, il faudra des formes de lutte qui puissent capter et développer cette solidarité. C'est ça qui est crucial à ce point. Merci Gilbert Achcar pour toutes ces explications. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Gaza, génocide annoncé, un tournant dans l'histoire mondiale. C'est aux éditions La Dispute. Et Gilbert Achcar se trouvera encore demain au Village du Livre, où vous pourrez acheter son ouvrage et qu'il vous dédicacera certainement avec plaisir. Et je vous invite très franchement à lire ce livre pour comprendre beaucoup de choses et en tout cas alimenter votre réflexion pour la suite de ce qui se passe et de mieux comprendre ce qui est en train de se passer dans cette région du monde. Merci beaucoup, bonne soirée, bonne fête.